La proposition pour ce soir, c'est de continuer notre exploration de la notion d'état modifié de conscience. Et en équipe, on a pris le parti pris, pour ceux qui nous suivent en vidéo, de donner cette présentation comme la première partie d'une série de 3 vidéos. La relation entre l'hypnose et la notion d'état modifié de conscience, eh bien, c'est le propos clé de notre module de cours. Et pour nous, qui sommes une école de pratique de l'hypnose, c'est le propos qui va nous intéresser en priorité. Toutefois, il était nécessaire d'approfondir un petit peu le sujet en montrant qu'est-ce que c'est ces inducteurs et en montrant qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui est altéré par ces inducteurs. Nécessaire de clarifier un peu le sujet pour l'approfondir et nécessaire de clarifier le sujet pour pouvoir vraiment le maîtriser. Ce qui fait que pour les personnes qui voudront simplement aborder la question de l'hypnose et des états modifiés de conscience, cette présentation pourra se suffire. Et pour ceux qui veulent approfondir un peu, eh bien, je vous renvoie à ces 2 premières parties qui ont été déjà présentées. Pour redonner le contexte, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment les fameux inducteurs, ce qui induit des états modifiés de conscience, quel lien ça a avec la notion d'hypnotisme, c'est-à-dire la pratique de l'hypnose. Comment cette pratique de l'hypnose, elle vient modifier des choses dans notre expérience subjective, et comment ces modifications, eh bien, ça crée des prétendus états d'hypnose, du moins des expériences hypnotiques. Alors, dans la première partie, qui, du coup, toute logique, sera disponible en vidéo, on avait montré ces inducteurs, on avait montré différents moyens de modifier l'état de conscience, différents moyens naturels ou des procédés par lesquels on peut modifier l'état de conscience. Et puis, dans la deuxième partie, on avait répondu à la question, mais qu'est-ce qui est modifié par ces inducteurs? Quelles sont les modifications, les altérations de l'expérience subjective modifiées par ces inducteurs? Pour revenir donc au propos d'aujourd'hui, on va regarder en 3 temps. Le premier, c'est comment est-ce que dans l'hypnotisme, la pratique de l'hypnose, il y a la présence d'inducteurs de changement d'état de conscience et il y a la présence de suggestions de changement d'état de conscience. Dans un deuxième temps, on va voir quelles sont les altérations phénoménologiques, donc quels sont les grands marqueurs de changement de l'expérience subjective qui sont spécifiques à ce qu'on appelle l'hypnose. Puis dans un troisième et dernier temps, on ira regarder dans ce cas-là quelles sont les frontières de cet objet, pas toujours bien défini, qu'on appelle hypnose. Les questions auxquelles on va essayer de répondre, la première, c'est quelles sont les différentes relations entre ce qu'on appelle hypnose et ce qu'on appelle état modifié de conscience. Et deuxième, c'est qu'est-ce qu'on vit en fait dans ces fameuses expériences hypnotiques. Et puis enfin, on va essayer de répondre à cette question qu'on a laissée en suspens depuis plusieurs années. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Quelles sont les limites, quels sont les contours, les frontières de ce terme? Alors pourquoi est-ce qu'ici, à l'Arche, dans le centre de recherche de l'Arche, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire des recherches sur les relations entre hypnose et état modifié de conscience? C'est une espèce de quiz. Pourquoi des recherches sur ces relations? Est-ce que c'est parce que ces relations sont mal comprises, voire très mal comprises? Il y a des oui par ici. Est-ce que c'est parce que, en général, les écoles d'hypnose et les praticiens sont ambigus sur ce sujet? Oui, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, mais en même temps, c'est pas si simple, mais bon. Ou est-ce que c'est parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet, et surtout n'importe quoi? Eh bien, sans doute un peu des 3, mais plus sérieusement, nous, notre intention, la raison pour laquelle on a fait des recherches sur ce sujet, c'est pour essayer d'en donner de la clarté dans 2 buts. De la clarté pour que les praticiens qui utilisent les états modifiés de conscience et ou l'hypnose puissent mieux pratiquer en comprenant mieux ce qu'ils font, et pour que les personnes qui transmettent, que ce soit des instituts qui forment des praticiens, ou des praticiens qui transmettent l'auto-hypnose à leurs clients, pour qu'au moment de transmettre, on puisse mieux comprendre ce qu'on fait pour l'expliquer de manière plus pédagogique. Alors, attention, je dévoile ce qui va se passer à la fin. C'est un sujet qui est facile à comprendre, mais il est facile à comprendre si on l'explique étape par étape. Et passionnant, eh bien, j'espère que ça pourra tous vous passionner, autant que nous, ça nous a passionnés. Nous parlons donc dans un premier temps de différencier les inducteurs d'états modifiés de conscience du fait de suggérer des états modifiés de conscience. Alors quand on parle d'hypnose, quand on parle d'état d'hypnose et de pratique de l'hypnose, on peut couper le monde en 2. D'un côté, il y a l'hypnotiseur et un contexte hypnotique. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui va être hypnotisé, ou du moins qui va être pris dans un dispositif qui mobilise de l'hypnose. Du côté de l'hypnotisme, la pratique de l'hypnose,
il y a la mobilisation d'inducteurs d'états modifiés de conscience. En effet, dans ce qu'on appelle la pratique de l'hypnose, on utilise des inducteurs d'états modifiés de conscience. Par exemple, classiquement, dans l'hypnose, on utilise la fixation du regard. Regarde un point sur le mur et on verra bien ce qui se passe après, mais en tout cas, il y a déjà la mobilisation de la fixation du regard dont nous avions montré les effets dans le premier cours. Mais pas que, classiquement, dans ce qu'on appelle pratique de l'hypnose, il y a aussi la relaxation, il y a aussi par exemple la saturation sensorielle, il peut y avoir éventuellement des manipulations de la respiration, comme dans l'injonction respire plus profondément maintenant, là il y a bien une manipulation de la respiration. Il peut y avoir de la confusion, comme le fait Milton Erickson, il peut y avoir de l'imagination active, etc. Il y a la mobilisation dans la pratique de l'hypnose de procédés qui induisent des états modifiés de conscience. En parallèle, dans l'hypnose, il y a la mobilisation de suggestions de changement d'état de conscience. Alors, ces suggestions de changement d'état de conscience, quelles sont-elles? Eh bien, ça peut être le fait de suggérer tout ce que nous avons vu dans les deux premières parties. Alors, par exemple, dans la première partie où nous avions montré les effets des fameux inducteurs, on a vu tout un tas de phénoménologies qui, dans l'hypnose, peuvent être suggérées. Alors, prenons un exemple. Si je te propose, par exemple, l'expérience Joseph, ça tombe sur toi puisque je t'ai repéré tout à l'heure. Si je te propose, par exemple, l'idée, maintenant, prête attention au fait que ton attention est de plus en plus focalisée sur mon regard et sur ma voix. Maintenant, prête attention au fait que, quand ton attention est focalisée de cette façon-là, ta façon de percevoir le monde est déjà un peu différente d'avant. N'est-ce pas? Alors, je le dis pour tout le monde, là, il fait oui et il a un sourire qui monte. Maintenant, prête attention au fait que, quand tu fais cela, la perception du temps, il y a déjà quelque chose d'un peu différent d'avant. Et puis, maintenant, je t'invite à prêter attention au fait qu'il peut y avoir l'impression qu'il y a moins d'envie de faire quoi que ce soit. Comme si, naturellement, la volition, la motivation, quelque chose change à cet endroit-là. Ok, tu peux ressortir de cette expérience. Je n'ai fait que lui suggérer des changements d'état de conscience. Je n'ai pas mobilisé d'inducteur, je n'ai fait que lui suggérer des changements d'état de conscience à partir de phénoménologies liées à la somnolence qui, nous l'avions vu dans le premier cours, est un inducteur naturel d'état modifié de conscience. On peut faire la même chose à partir de toutes les classifications qu'on a vues dans le deuxième cours, par exemple à partir de la classification de Ronald Pekkala. Joseph. Reviens à ce qui se passait juste avant pour toi. Et simplement, reviens au fait que ton expérience du monde était légèrement altérée. C'est bien le cas? Très bien, ça m'arrange bien. Maintenant, je t'invite juste à repérer qu'à l'intérieur de toi, au niveau des émotions, au niveau des affects, c'est un peu différent qu'avant le début de cette expérience. Tu t'en rends déjà compte maintenant? Donc, alors là, je le dis pour la vidéo aussi, là, il fait oui, oui, comme ça. Et évidemment, ton attention est de plus en plus mobilisée. Ton attention est de plus en plus différente avant ce moment où tu faisais cette expérience. Maintenant, je t'invite à prêter attention au fait que si tu fermais les yeux, alors là, il ferme les yeux, il y a des images qui se forment à l'intérieur. Continue à faire ce que tu es en train de faire là pendant que moi j'explique un peu ce qui se passe. Vous voyez, en fait, je ne fais que lui suggérer des catégories de phénoménologie qui sont connues comme étant celles des états modifiés de conscience. Je lui suggère des altérations phénoménologiques. On va le faire encore un petit peu. Joseph, maintenant, prête attention au fait que la notion d'un moi, ça commence à bouger un peu. Peut-être que tu peux avoir l'impression d'être profondément ici et maintenant. Peut-être que tu peux avoir l'impression que la notion de Joseph commence à changer un peu de signification par rapport à d'habitude. Maintenant, et là on pourrait suggérer un truc du genre, pour amplifier l'expérience, je t'invite à ressentir dans tes sensations à l'intérieur, dans les sensations du corps, que l'expérience est vraiment inhabituelle, que c'est vraiment une expérience non ordinaire. Dans quelques instants, ça va même devenir une expérience extraordinaire. Et à cet endroit-là, peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui s'adresse à toi à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ça va venir après.
Puis maintenant, j'en suis navré, mais tu peux ressortir de l'expérience parce que je ne vais pas faire tout le tour. Je ne fais que lui suggérer des phénoménologies qui sont connues comme étant liées à des altérations de l'état de conscience. Ça va, Joseph? Bien revenu? Oui, j'étais à l'enterrement, du coup, je pense que ça peut agir aussi. Oui, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, quels que soient les contextes, il y a quelque chose qui peut agir à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir que dans ce qu'on appelle la pratique de l'hypnose, ou hypnotisme, il y a des inducteurs d'état modifié de conscience qui sont des déclenchements physiologiques, que ce soit des inducteurs spontanés ou que ce soit des inducteurs par des procédés. Il y a des déclenchements, des réponses physiologiques à ces inducteurs qui vont aller vers des altérations de l'expérience subjective. Et qu'en parallèle de ces inducteurs, il y a des suggestions de changement d'état de conscience, des suggestions d'altérations phénoménologiques. On vient de voir ici qu'il y a les deux à la fois. Est-ce que ce point vous paraît clair? Mais dans ce cas, qu'est-ce qui serait spécifique à l'hypnose? Qu'est-ce qui ferait que dans ce qu'on est en train de faire là, ce ne serait pas simplement de l'induction d'état modifié de conscience et de la suggestion d'état modifié de conscience? Eh bien, c'est le fil conducteur de notre cours. Classiquement, l'hypnose n'utilise que certains inducteurs d'état modifié de conscience. En effet, l'hypnose n'utilise pas le jeûne pendant 3 jours. Non, dans l'hypnose, on n'utilise pas ces choses-là. L'hypnose, à partir de tous les inducteurs d'état modifié de conscience que nous avons relevés dans le premier cours, l'hypnose, elle utilise ces inducteurs-là et elle n'utilise pas ces inducteurs-ci. Donc, l'hypnose, du moins ce qu'on appelle classiquement hypnose, ça va être associé aux altérations qui sont naturellement induites uniquement par les inducteurs qui sont relevés ici en rouge. Et elle ne va pas être associée aux altérations induites par les inducteurs qui sont ici surlignés en noir. Par conséquent, l'hypnose va être associée à des phénoménologies d'état modifié de conscience particulières. Et c'est là qu'on a du paradoxe et qu'on a quelque chose d'un peu confus dans la définition de ces mots. Certains vont dire « l'hypnose, c'est des états modifiés de conscience ». Oui et non, parce que ce sont certains états modifiés de conscience, certaines altérations phénoménologiques, celles qui sont liées aux inducteurs qui sont classiquement associés à ce qu'on appelle hypnose. Alors, on n'a toujours pas répondu à la question. Quelles sont les altérations de l'expérience subjective? Quelles sont les altérations phénoménologiques qui sont propres à ce qu'on appelle les états d'hypnose ou les expériences hypnotiques? Pour l'instant, on en est là. Et on sait que les altérations phénoménologiques, les changements dans l'expérience subjective, ils peuvent être induits par l'hypnotisme ou ils peuvent être amorcés par l'hypnotisme. Toujours clair pour tout le monde? C'est quoi la nuance? La nuance, oui. induit, c'est qu'on mobilise des inducteurs. Suggéré, c'est qu'on a suggéré les changements d'état de conscience. Mais je vais le redire parce que si tu le soulèves, c'est qu'il y a besoin de le réexpliquer. Ça induit et ça suggère. Les inducteurs, ils créent des déclenchements physiologiques, des réponses naturelles du corps. Et comme on est ici dans un paradigme matérialiste de l'esprit, du moins à l'échelle de ce cours, on va considérer que les inducteurs, ils ont des actions sur le corps, notamment sur le cerveau, qui aboutissent sur des changements dans l'expérience subjective. Ça, c'est les inducteurs. Et puis, les suggestions, eh bien, les suggestions vont induire par un autre dispositif qui est un amorçage. Et pour aller sur les questions d'amorçage, eh bien, je vous renvoie sur le cours qu'on avait fait il y a 1 an ou 2 sur la question de suggestion et de suggestibilité. Ces altérations phénoménologiques qui viennent des inducteurs et qui viennent des suggestions, elles peuvent être vues comme des états modifiés de conscience. Plus précisément, dans la catégorie état modifié de conscience, elles pourraient être vues comme des états d'hypnose, mais on sait qu'en fait, ces termes, ça pose problème, ça ne marche pas. Et ça, Clément, vous l'avez présenté, la limite du terme état d'hypnose, dans le cours sur les approches scientifiques de l'hypnose. On pourrait donc dire qu'il s'agit d'expériences hypnotiques, et si on devait définir un peu ce terme, on pourrait dire que ce sont des expériences subjectives, on l'a vu juste avant, des expériences subjectives particulières, qui sont qualifiées par quoi? Eh bien, par leur caractère hypnotique, c'est-à-dire relative à l'hypnotisme. Donc on a ici en vert les expériences qui proviennent de, ce qui est en rouge, la pratique de l'hypnose, qui se compose d'inducteurs et de suggestions.
Toujours OK. Et on n'a donc toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qui caractérise ces fameuses expériences hypnotiques? Alors nous, ce qu'on a observé dans notre centre de recherche, c'est qu'il y a 4 grandes catégories qui caractérisent les expériences hypnotiques. La première, et c'est la plus importante, et on va y revenir, la première, c'est déjà la sensation subjective d'être dans un état altéré par rapport à notre état habituel. Et oui, ça peut paraître un petit peu trivial, mais en effet, il y a un marqueur important dans l'hypnose, c'est qu'à un moment, que ce soit de l'hypnose suggérée par quelqu'un d'autre, induite par quelqu'un d'autre, ou que ce soit de l'auto-hypnose, il y a un moment où on se dit « je ne suis pas dans le même état que d'habitude. Je suis dans un truc où là, mon état de conscience n'est pas le même que d'habitude, il est modifié. » C'est une sensation subjective d'être dans un état altéré. Alors, la personne qui a le plus travaillé sur ça, du moins de ce qu'on voit dans nos recherches, c'est Ronald Pekkala, qui a bien théorisé ça dans les années 80, qui a bien synthétisé le propos dans le début des années 90. Et on pourrait dire que c'est la perception subjective d'être, alors lui il appelle ça state of awareness, dans un state of awareness radicalement différent de la normale. Et awareness, c'est toujours un peu embêtant en français. Alors on pourrait dire vigilance, état de vigilance différent de la normale. On pourrait dire conscience, état de conscience différent de la normale. Donc j'ai choisi de laisser le terme ici pour ne pas en donner une traduction trop réductrice. Le premier marqueur des expériences hypnotiques, une sensation subjective d'être dans un état altéré, c'est-à-dire différent de la normale. Le deuxième, c'est tout ce qui est altération de l'attention et altération de la perception. Par exemple, des altérations de l'attention elle-même, peut-être qu'on est en train d'avoir attention à plus de choses que d'habitude, ou alors d'avoir une attention très très réduite et surfocalisée sur un seul objet. Des altérations des perceptions, par exemple des perceptions tactiles, des perceptions visuelles, des altérations dans les sensations, le fait d'avoir l'impression d'avoir des émotions, des façons de ressentir, par exemple son corps qui est différente d'habitude, ou encore des altérations dans les significations. Ce qu'on avait vu dans le deuxième cours, ces fameux moments où on peut avoir l'impression que les objets que nous percevons signifient autre chose que ce qu'ils signifient habituellement. Le troisième marqueur de ces expériences hypnotiques, la troisième caractéristique, eh bien, c'est tout ce qui tourne autour des fameuses altérations de l'agentivité, dont nous parlons depuis longtemps ici dans les cours d'hypnologie. Alors, si on étend un petit peu, on pourrait dire qu'il y a les altérations de la conscience de soi et puis les altérations du contrôle volitionnel. Les altérations de la conscience de soi vont tourner autour de perte d'agentivité motrice. C'est ce qui se passe quand nous avons des signaux idéomoteurs, avec par exemple le doigt qui bouge, avec l'impression que nous ne sommes pas l'agent de ce mouvement. Des pertes d'agentivité mentale, quand nous avons l'impression de discuter avec quelque chose à l'intérieur de nous et qu'on a l'impression que ce quelque chose répond et que nous ne sommes pas l'acteur, l'agent de cette partie de notre dialogue intérieur. Mais aussi le contrôle volitionnel, par exemple, si on commence à avoir des mouvements qui nous échappent ou si on commence à se dire « là, je n'ai plus envie de rien », c'est ce que je proposais d'expérimenter tout à l'heure à Joseph. Des altérations dans la conscience de soi, on les avait vues dans le deuxième cours, par exemple, l'impression d'avoir un je qui est partout dans l'espace, qui est à tout moment, ou alors d'avoir l'impression qu'il n'y a plus de je, qu'il y a une expérience, mais que la notion d'un je ne fait plus sens, ou encore, par exemple, des prises de conscience où on a l'impression qu'elles viennent de l'extérieur, comme des révélations, et qu'elles ne viennent plus de nous. Nous sommes ici dans un ensemble d'altérations de la conscience de soi et du contrôle volitionnel. Et enfin, le quatrième marqueur, ça on en a longuement parlé aussi depuis le début de ces recherches en hypnologie, eh bien c'est tout ce qui concerne le fameux imagery, l'utilisation de l'imaginaire et de l'imagination, qui pourrait concerner par exemple les rêves éveillés, l'imagerie motrice, les manipulations de l'image du corps, ce dont nous avait parlé Raphaël Millière il y a 2 ans ici, les illusions corporelles et autoscopiques, comme ce qu'on a par exemple dans les fameuses sorties de corps, les expériences de sortie de corps, mais aussi des altérations qu'on va retrouver dans les analgésies, les anesthésies, etc. Et le point clé des expériences hypnotiques semble être cette fameuse sensation subjective d'être dans un état altéré. En effet, la sensation subjective d'être dans un état altéré va venir valider
nos représentations de l'hypnose comme étant un état modifié de conscience. Comment ça marcherait cette histoire-là? Il y a une induction d'état modifié de conscience, il y a la mobilisation d'inducteurs, et puis il y a des suggestions d'état modifié de conscience. Il va y avoir différents marqueurs, des changements dans l'attention, dans la conscience de soi, peut-être des réalités imaginaires qui commencent à être perçues, et on va avoir une sensation subjective d'état altéré. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Et cette sensation subjective d'état altéré va venir valider nos attentes de ce que nous considérons être l'hypnose. L'hypnose, c'est quand même un truc dans lequel il se passe quelque chose que d'habitude il ne se passe pas, quoi. On s'attend à ce qu'il y ait un état altéré. Ces sensations d'état altéré vont venir valider nos attentes quant à ce qu'on considère être l'hypnose. Or, ces attentes sont liées, sont associées au terme hypnose lui-même. Si on disait par exemple qu'on va faire une expérience de possession démoniaque, on s'attendrait à autre chose qu'à une expérience d'hypnose. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça me rassure. Ces attentes sont liées par certains dispositifs au mot hypnose lui-même. Or, dans l'hypnotisme, quand on utilise des inducteurs naturels, entre guillemets, d'état modifié de conscience et des suggestions d'état modifié de conscience, dans l'hypnotisme en rouge là-haut, nous avons un hypnotiseur qui attribue ce qu'il est en train de faire à la notion d'hypnose. Si je l'avais fait tout à l'heure avec Joseph, j'aurais dit « Joseph, il y a ce truc avec l'attention, il y a ce truc avec la conscience de toi, il y a le fait que maintenant tu peux ressentir que le temps est différent. » Et, avec le mot « et », je fais une association, et quelque chose à l'intérieur de toi peut déjà repérer qu'il y a le début d'une expérience d'hypnose, n'est-ce pas? J'ai fait une association, une attribution de ces changements d'état de conscience avec un mot, le mot hypnose, qui va aller chercher dans ses attentes, dans ses représentations du mot hypnose, d'une part, mais qui va venir aussi conditionner ces représentations du mot hypnose. Et là, nous avons une boucle, alors, comme tu me le disais Clément, nous avons une boucle manipulée par l'hypnotiseur qui va aboutir dans la double flèche verte et bleue en bas sur un mécanisme de validation de la représentation par les phénoménologies et d'anticipation des expériences par les représentations préalables. Les attentes font que, je ne sais pas comment le dire autrement que le dire en disant que les attentes font qu'on s'attend à des expériences particulières. Ces expériences viennent parce qu'elles sont induites et suggérées et elles valident nos attentes. Et tout ça, c'est attribué par moi et par l'hypnotiseur qui me fait vivre cela au terme hypnose. Si je résume ce qu'on vient de voir là, ça nous amène à un modèle sur lequel toutes les expériences d'hypnose peuvent s'appuyer. Toutes les expériences d'hypnose peuvent être décrites au moins à partir de ce modèle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas complexifier le modèle, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des ramifications au modèle, mais ça peut au moins prendre ça comme base minimale. Si je résume, nous avons une pratique de l'hypnose, des inducteurs d'état modifié de conscience, des suggestions de changement d'état de conscience, et puis une attribution au mot hypnose. Nous avons pour l'hypnotisé, ou le futur hypnotisé, des représentations de ce que c'est l'hypnose. Parce qu'il ne vient pas chez le marabout, il vient chez le praticien en hypnose. Il vient avec des représentations et des attentes de ce que serait hypnose. L'hypnotisme, ou pratique de l'hypnose, ça va venir modifier, amorcer, conditionner ces attentes. Et puis là, il va se passer plusieurs choses à la fois. Les attentes vont créer une anticipation d'expériences particulières, les inducteurs vont faire des déclenchements physiologiques naturels, les suggestions vont faire de l'amorçage, et tout ça, ça aboutit sur des expériences hypnotiques, des, entre guillemets, états modifiés de conscience, ou plus précisément des altérations phénoménologiques ciblées par ces inducteurs et par ces suggestions. Et ça boucle. La sensation subjective d'état altéré dans cette expérience vient valider mes attentes, et je reconnais par moi-même que je suis dans ce que je m'attendais à vivre, un état d'hypnose. Alors ça nous amène à la question, dans ce cas-là, que définit le mot hypnose? Puisqu'il semblerait que tout ça soit conditionné par un mot. Ce n'est pas le cas, mais la puissance du mot est importante à cause des attentes vis-à-vis de l'hypnose. Alors pour définir ce mot, ça nous amène à nous intéresser aux frontières de ce qu'est l'hypnose et de ce qu'est l'hypnotisme, et au fonctionnement de ce que sont hypnose et hypnotisme. Par exemple,
On peut entendre des choses comme « l'hypnose, c'est seulement de la suggestion ». Est-ce que l'hypnose, c'est seulement de la suggestion? Non, on vient de montrer juste avant qu'il y a aussi la mobilisation d'inducteurs. Il n'y a pas seulement de la suggestion, sinon on appellerait ça de la suggestion. Est-ce que l'hypnose, c'est un phénomène naturel? Oui. Par exemple, quand on utilise fixation du regard et que ça crée quelque chose, c'est bien un phénomène naturel. Ça mobilise un phénomène naturel. Et voilà pourquoi certains disent l'hypnose, c'est la même chose que quand tu vas au cinéma ou que quand tu conduis ta voiture. Deux situations dans lesquelles il y a de la fixation du regard. Est-ce que l'hypnose, c'est un conditionnement? Oui, à un certain niveau, oui. On conditionne quelqu'un par un mot, on conditionne ses attentes vis-à-vis de ce mot. Tout à l'heure, Joseph, tu vas rentrer dans un état d'hypnose et tu vas t'apercevoir que l'hypnose, c'est fun. Ou alors, on est au 19e siècle, à la fin du 19e, tout à l'heure, tu vas rentrer dans un état d'hypnose et l'expérience va être très impressionnante. Un peu déroutante, un peu inquiétante, mais elle va être vraiment spécifique pour toi. Tu vas y découvrir quelque chose de très important pour toi, grâce à mon pendule. Vous voyez, évidemment, bon, ce sont des exemples grossiers, mais avec ces façons de s'y prendre, c'est ce qu'on appelle un préconditionnement hypnotique, en gros, pour faire simple, on est en train d'associer pour le futur hypnotisé, ça va être cool tout à l'heure, Joseph, on est en train de lui associer le mot hypnose à des tonalités émotionnelles. Et nous avions vu il y a un an ou deux, je ne sais plus, dans le module de cours sur la suggestibilité, que l'amorçage aboutit dans des expériences particulières. Donc nous sommes en train ici de conditionner le mot hypnose à des expériences particulières. Enfin, ce qu'on peut entendre aussi, est-ce que l'hypnose, c'est simplement un jeu de rôle? Est-ce que l'hypnotisé se prête à un jeu de rôle avec l'hypnotiseur? Bien oui, parce qu'il y a un mécanisme d'anticipation et de validation qui fait que je joue le rôle auquel je m'attends. Et l'hypnotiseur, lui aussi, s'attend à ce que je joue ce rôle. Et lui et moi, nous jouons ensemble ce rôle. L'hypnose est-elle seulement de la suggestion? Non, pourtant oui. Et vous voyez, c'est là qu'on voit qu'en fait les questions étaient mal posées. Et que si on s'arrête à ces définitions-là, ce n'est que de la suggestion, c'est un phénomène naturel, c'est un conditionnement, c'est un jeu de rôle, eh bien on passe à côté du point clé qui est qu'en fait c'est tout ça à la fois, mais pas aux mêmes endroits. Par exemple, en effet, du point de vue des suggestions vers les expériences, l'hypnotisme mobilise de l'amorçage, du priming. Du point de vue des inducteurs d'état modifié de conscience vers les expériences, l'hypnotisme mobilise bien des phénomènes naturels. Par exemple, fixation du regard, ou par exemple, confusion. Du point de vue de l'attribution de certaines choses au signifiant hypnose, nous sommes bien dans quelque chose de l'ordre du conditionnement. Nous sommes en train de conditionner, ou du moins d'associer, le mot hypnose à certaines choses. Et enfin, du point de vue de ce jeu, de cette espèce de boucle entre anticipation et validation, nous sommes bien dans les briques de base de ce que nous pourrions appeler un jeu de rôle. Et l'hypnotisme, la pratique de l'hypnose, ça mobilise tous ces mécanismes. Mais comme on l'a montré juste avant, ça mobilise tous ces mécanismes, mais pas au même endroit. Voilà ce qui pourrait commencer à définir un peu l'hypnose. Alors évidemment, c'est une définition qui demande à être creusée un peu plus, à être exposée un peu plus longuement, mais ce soir, je voulais quand même faire un propos relativement synthétique. Alors dans ce cas-là, si ça fonctionne de cette manière-là, où sont les frontières de l'hypnotisme? C'est une question que Clément et moi nous posons depuis pas mal de temps, et ce soir, on voudrait amener quelques réponses. Enfin, du moins, je t'implique dans cette volonté, mais étant donné que la volition semble partagée. Vous voyez, je vous invite ici à regarder dans la case attribution au signifiant, j'ai mis le mot hypnose. Dans les représentations, j'ai mis le mot hypnose. En dessous, j'ai mis que, bah oui, dans les représentations de l'hypnose, il y a le fait qu'on appelle ça hypnose. Puis dans les expériences, je les ai qualifiées d'hypnotiques. Et donc, on a un truc un peu de type l'hypnotisme, avec des inducteurs et des suggestions. Il y a une attribution au mot hypnose qui pilote les représentations de l'hypnose et ça crée des expériences hypnotiques. Est-ce que la phrase que je viens de faire est claire? Elle était trop rapide. Ok, merci. Dans la pratique de l'hypnose, en rouge, qu'on peut appeler aussi hypnotisme, qu'on appelait dans le 19e siècle hypnotisme,
Il y a des inducteurs d'état modifié de conscience. Il y a aussi des suggestions de changement d'état de conscience. Et puis, il y a une attribution de certaines choses au mot hypnose. Et l'hypnotisé, lui, dans ses représentations de ce mot hypnose, il y a des attentes particulières. Et tout ça, le rouge plus le bleu, ça aboutit sur le vert des expériences qu'on qualifie alors d'hypnotiques. Plus clair? Ça valait le coup que je le fasse moins vite. En fait, C'est mon attention qui avait... non, très honnêtement, j'y suis allé beaucoup trop vite, je me rends compte. J'ai beaucoup d'enthousiasme en fait à vous présenter ça. Donc, alors maintenant, on va juste changer les mots. Et là, on a la même matrice pour des expériences chamaniques. Par exemple, il y a un dispositif qui pour nous s'appelle toujours hypnotisme, hein, la conjonction d'inducteurs d'état modifié de conscience et de suggestion de changement d'état de conscience. On les attribue au mot chamanisme. Ça vient taper dans les représentations du futur chamanisé, ça vient taper dans ces représentations de chamanisme. Il anticipe des expériences chamaniques, ça déclenche des expériences chamaniques qui valident le signifiant chamanisme. Je vous remontre, hein. C'était les représentations de l'hypnose, des expériences d'hypnose liées par le mot hypnose, et avec la même matrice, ça devient des expériences chamaniques. Sauf qu'elles ne vont pas avoir exactement les mêmes marqueurs. Par exemple, dans l'hypnose, on a des changements dans l'attention, la perception, l'agentivité, de l'imaginaire. On a aussi ça dans les expériences chamaniques, mais avec un focus sur l'imaginaire. Et à partir de là, on peut passer plein de catégories. Donc par exemple, les expériences de... C'est quoi le prochain? Les expériences de possession. Le point clé, ça va être des altérations de l'agentivité motrice. Oh, je crois que ma main est possédée par des souvenirs du film Alien. Ce n'était pas prévu. Bref, on est toujours dans la même matrice. On a des représentations de possession, on a des inducteurs particuliers et des suggestions sociales, sans doute, particulières qui amènent sur des changements d'état de conscience dont l'un des marqueurs clés sont des altérations de l'agentivité motrice. Mais pour rappel, hein, altération de l'agentivité motrice, avec les signaux idéomoteurs, c'est la même chose. On prête un agent externe, inconscient, à quelque chose de autre que moi, sujet, partie consciente, qu'on attribue à du moi, qui pilote des mouvements. Alors voilà, on peut en faire plein comme ça, je ne vous ai pas fait tout un catalogue. Les expériences de médiumnité sont sur la même matrice. Il y a des inducteurs d'état modifié de conscience, des suggestions de changement d'état de conscience, ne serait-ce que des autosuggestions. Et l'un des marqueurs clés, ça va être des altérations de l'agentivité mentale et éventuellement des images. Alors, le truc de médium, ça va être un truc un peu comme ça, souvent avec un crayon et écriture automatique, parce qu'il y a quand même aussi des pertes d'agentivité motrice. Il va y avoir un truc du genre, je vois, oui, j'entends quelque chose, ça me dit que... Ah oui, ça me dit un truc extrêmement important, je vais te dire quoi. Bon, bah, je suis désolé pour cette caricature. Bon, alors, comme il n'y a plus trop de médiums aujourd'hui en 2020, je pense que ça va choquer pas grand monde. Mais voilà, là, nous sommes dans des états modifiés de conscience particuliers qui sont attribués au mot médiumnité ou à la pratique d'être un médium. On peut en regarder plein comme ça, il y en a encore beaucoup? Non, il n'y en a presque plus. On pourrait faire la même chose pour le fameux samadhi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, le fameux samadhi, c'est dans les cultures hindouistes et bouddhistes, c'est cette expérience, au bout d'un certain entraînement à la méditation, enfin, ou pas, hein, ça peut venir assez vite en fait, c'est cette fameuse expérience qu'on appelle absorption méditative profonde, qui est décrite. Donc si elle est décrite, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui y est attribué, hein, dans laquelle on décrit notamment le fait qu'il n'y a plus de temps, plus d'espace et surtout qu'il n'y a plus de notion d'un je qui fait expérience de l'expérience. Ok, ben, on a bien des inducteurs, hein, parce que se mettre en posture de méditation, fixer quelque chose pendant 1 heure, c'est quand même un sacré inducteur, ne serait-ce qu'avec fixation du regard et contrôle du système moteur. On a des inducteurs, on a des suggestions d'état modifié de conscience. On sait que ça parle de chercher le fait qu'il n'y a plus de je, quoi. On sait bien que ça ne parle pas du fait d'avoir des grosses hallucinations. Vous voyez, c'est déjà conditionné. La représentation de samadhi est déjà conditionnée. Donc il y a des choses qui sont induites,
comme tu me l'avais précisé Clément, les attentes sont amorcées par les suggestions, et on va avoir une expérience de samadhi. Par exemple, altération de la conscience de soi. Waouh, il y a cette expérience, mais il n'y a plus de moi qui le fait. Oh, sauf quand je commente. Ah, du coup. Voilà. Ça peut être très court ou très long, c'est très agréable en général. Il y a cette fameuse qualité unifiante dont on avait parlé dans le deuxième cours. Oh, tout ce qui est à l'extérieur n'est que un, et ah bah, comme il n'y a plus de moi, c'est un aussi. Waouh, voilà, il y a un truc comme ça, qualité unifiante. Et on est toujours dans la même boucle. Donc, que ce soit hypnose, chamanisme, possession, médiumnie, samadhi, voilà, on aurait pu en faire toute une liste. Nous sommes toujours dans le même mécanisme. Et si on parle de transe, eh bien, la transe, c'est un espèce de mot valise qu'on attribue un peu à toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai mis les caractéristiques de transe peuvent être diverses et diverses. Mais nous sommes toujours dans la même matrice, des inducteurs d'état modifié de conscience, des suggestions de changement d'état de conscience, une attribution de cela à un terme qui a une représentation. Cette représentation crée des attentes qui vont se mettre en lien avec ce qui est induit et suggéré. Ce qui est induit et suggéré va créer des expériences particulières qui viennent valider les attentes. Et on est parti pour une boucle. J'aurais donc historiquement fait un cours de moins d'1 heure. Donc quelques conclusions sur ce cours et quelques conclusions sur les 3 présentations que nous avons données. Celle d'aujourd'hui qui est la synthèse générale, et je le redis pour la vidéo, les 2 précédentes, mais qui vont venir plus tard en vidéo. Le détail des fameux inducteurs, j'espère avoir, pour les gens qui regardent en vidéo, vous avoir mis l'eau un peu à la bouche, parce qu'on a une belle liste d'inducteurs. Et puis, toutes les fameuses altérations d'état de conscience. Alors, si je n'ai pas assez mis à la bouche, ça parle d'altération de l'attention, d'expériences qui viennent des drogues, d'expériences mystiques, religieuses, etc. Voilà, là, on a l'attention de tout le monde maintenant. Donc, quelques conclusions sur ce qu'on a vu dans ces 3 présentations. La première, c'est le point clé que j'ai voulu passer aujourd'hui. Ce qu'on appelle pratique de l'hypnose ou hypnotisme, ça se compose de la mobilisation d'inducteurs d'état modifié de conscience qui entraînent des réactions physiologiques naturelles. Ça se compose aussi de suggérer des changements d'état de conscience. Le mot technique, c'est suggérer des altérations phénoménologiques liées à ce qu'on connaît, à ce qu'on catégorise comme étant les états modifiés de conscience. Inducteur, suggestion de changement d'état de conscience, et enfin, l'attribution au mot hypnose. Et ça, c'est la pratique de l'hypnose, c'est l'hypnotisme. Deuxième point, les fameuses expériences hypnotiques, ou les fameux états d'hypnose, ce sont des altérations de l'expérience subjective particulières, liées à des inducteurs particuliers. C'est là qu'on peut mettre les frontières de l'expérience dite hypnotique. Et elles ont une caractéristique importante, c'est la sensation subjective d'être dans un état altéré, d'être dans un état non habituel ou non ordinaire de conscience. Le troisième point, c'est que l'étiquette état modifié de conscience, c'est une mauvaise étiquette pour décrire un ensemble de contenus, pour décrire un ensemble d'expériences que nous pouvons faire. Donc, on va aller ici, dans cette école, on va aller progressivement sur une autre notion, sur le fait qu'il y a l'expérience subjective, qu'elle est modifiée sur différents paramètres, c'est ce que nous avions vu dans le deuxième cours. Donc, il y a des altérations de différentes dimensions de l'expérience subjective, des altérations phénoménologiques multidimensionnelles. Quand on dit le mot multidimensionnel, ça claque un peu quand même. Donc des altérations phénoménologiques multidimensionnelles qu'on peut induire et qu'on peut suggérer. Et nous, ici, à l'Arche, notre souhait, c'est de continuer à explorer tout ce sujet, de continuer à explorer toutes les relations entre hypnose et état modifié de conscience, de continuer à explorer leur utilisation en accompagnement, au-delà de la réduction de ce champ de recherche à la simple réduction au mot hypnose. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser à suggérer d'autres altérations phénoménologiques que celles qui sont classiquement liées à l'hypnose. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'intéresser à aller utiliser d'autres inducteurs et qu'on va pouvoir aussi aller s'intéresser à toutes ces fameuses autres transes, transes méditatives, transes médiumniques, etc., etc.
L'exploration va donc continuer pendant les prochaines années. Notre intention avec ce module de cours est d'avoir posé un acte fondateur, d'avoir montré les relations entre hypnose et changement d'état de conscience, en montrant quels sont tous les inducteurs de changement d'état de conscience, en montrant quelles sont toutes les dimensions de changement d'état de conscience. Acte fondateur que nous posons cette année pour explorer un peu plus tous les points que nous avons laissés en suspens au fur et à mesure des années prochaines, si nous vivons jusque-là. Voilà la bibliographie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour construire ce cours. Et je vous propose maintenant qu'on prenne un temps d'échange et d'expérimentation sur le sujet.